Tous les clignotants du marché de l'immobilier sont au vert en cette rentrée. Les prix, évidemment, vont être carrés, le prix de la pierre, les volumes, les transactions. Voilà, un marché qui est euphorique. Est-ce qu'il faut prendre un peu le contre-pied et admettre maintenant, ça y est, que le prix de la pierre est totalement surévalué, qu'on est entré en zone de bulle? C'est un peu quand même le message que nous a envoyé hier la banque UBS à propos de Paris. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai qu'on raconte les mêmes histoires tout le temps. Le marché vole de record en record. On est quand même 15% en termes de prix, en moyenne au-dessus des plus hauts d'il y a 10 ans, avant la crise financière. Et là, on se dit, mais c'est la question à 1000 balles. Est-ce que cette hausse comme ça, elle peut se poursuivre alors que pour tant de gens, on dit, mais le prix mètre carré, notamment dans les grandes villes, est devenu inabordable? Il n'y a pas cette contradiction quand même. Alors, et donc l'idée que c'est un peu déconnecté maintenant, ça y est. C'est très facile d'expliquer que c'est délirant. Le ratio achat sur loyer, si on regarde la tendance de long terme, on dit 100, c'est la tendance de long terme, la France est à 124. Achat sur loyer, ok, voilà, ouais. Il fallait, il y a 20 ans, il fallait 15 ans pour acheter son logement, 15 ans de loyer pour acheter son logement. Aujourd'hui, il faut 27 ans. Pratiquement 2 fois plus. Un SMIC à Paris permet d'acheter aujourd'hui, il faut travailler 8 mois pour acheter un mètre carré à Paris, pour un SMICard. Ouais. Il fallait 3 mois il y a 20 ans. Ouais. Encore un chiffre, si vous prenez le ratio achat sur revenu des ménages, ouais. Il était, en disant 100, c'est la moyenne de long terme, ouais. Il est à 120. Donc, voilà, il y a plein de chiffres qui montrent que c'est apparemment complètement déconnecté. Voilà, tout ce qu'on dit là prouve que la hausse des prix s'écarte totalement, on va dire, du revenu des gens, une forme de normalité. Et donc, on se demande comment cette hausse, si elle se poursuit, comment est-ce qu'elle est tenable, et si elle est saine, et si elle est solide. Alors, si on prend une perspective de long terme, les choses changent et c'est ça qui est sans doute le plus intéressant. Le prix relatif du logement par rapport aux autres biens augmente dans tous les pays avancés depuis en gros un demi-siècle. Et donc, ça amène à se poser des questions. Donc, ce n'est pas un phénomène franco-français? Ce n'est pas un phénomène franco-français, ce n'est pas un phénomène du moment, c'est un phénomène vraiment de... Quand on regarde la tendance longue, on a une hausse du prix du logement, une hausse du prix du logement qui vient surtout du foncier. Alors, ça coûte plus cher de construire, il y a des normes, on en parle régulièrement, il y aurait 400 000 normes dans le logement, etc. Donc ça évidemment, ça fait monter les prix, mais c'est une toute petite partie de l'histoire. L'essentiel, ça vient du foncier. Et alors, pourquoi le foncier augmente? Il y a eu toute une série de travaux assez intéressants qui montrent plusieurs explications, qui avancent plusieurs explications. Premièrement, pour les gens qui ont un niveau de revenu non négligeable, le logement, c'est un bien supérieur. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on fait passer en priorité par rapport à toute une série d'autres biens. C'est important pour la vie, c'est un projet tout à fait majeur. La deuxième explication, c'est si vous regardez le siècle précédent, de la fin du 19e siècle jusque dans les années 60, le prix du transport baisse. Et quand le prix du transport baisse, vous pouvez aller vous installer de plus en plus loin. Ouais. Cette baisse, elle s'est interrompue il y a un demi-siècle et c'est le moment où le prix du logement commence à monter. Le prix du foncier commence à monter. Pourquoi? Parce que si le prix du transport cesse de baisser, à ce moment-là, il devient relativement de plus en plus intéressant d'habiter dans les centres-villes. Et quand on regarde les chiffres, quand vous regardez les chiffres pour la France entière, les prix de l'immobilier, c'est pas génial. En revanche, dans les villes, ça monte, et dans les centres-villes, ça monte de plus en plus, parce que le prix du transport ne baisse plus. Et si on se place dans une perspective de long terme, là, en regardant vers l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du transport, il va monter. On va avoir d'une manière ou d'une autre, ça va coûter plus cher de se déplacer parce qu'on aura moins de pétrole ou parce que le pétrole sera plus taxé. Et donc, à ce moment-là, le centre-ville, il va devenir de plus en plus cher. Et dans ce cas-là, on retrouve finalement une certaine rationalité. Donc, dire que les prix sont totalement déconnectés, encore une fois, des fondamentaux? Alors, ça dépend de quels fondamentaux on regarde. Si on regarde les fondamentaux habituels, ceux qu'on regarde pour examiner la conjoncture du marché, on est déconnecté. Si on regarde à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on est déconnecté. Si on regarde à l'échelle du siècle, il y a d'autres déterminants qui sont peut-être plus profonds, qu'on ne regarde pas d'habitude, et ces déterminants-là peuvent justifier je ne mettrai pas ma main à couper que les prix seront 2 fois plus chers dans 20 ans qu'aujourd'hui, mais peuvent justifier une hausse tout à fait significative
pour les centres-villes. Attention, ça ne veut pas dire partout, ça ne veut pas dire dans les campagnes. Les et moi, j'ai tendance à des croire, métropoles. et j'ai tendance à croire que l'un des mouvements qu'il y a eu derrière ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont acheté leur logement très loin des centres-villes et qui sont en train de se rendre compte que si on a des prix de l'énergie qui augmentent d'une manière ou d'une autre, ces logements qui sont très loin des centres-villes, qui sont souvent le seul patrimoine de ces gens qui sont pas parmi les plus aisés, eh bien ce patrimoine, il risque de perdre de la valeur. Donc il ne faut surtout pas confondre la situation France entière, la situation globale, et ce qui se passe dans des lieux qui vont être de plus en plus recherchés pour des raisons physiques. Ouais. Quand on écoute les professionnels de l'immobilier, qui évidemment vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, pas question de parler de bulle immobilière, pas question de parler de surévaluation. Alors moi, je me méfie beaucoup de ce que disent les professionnels du secteur, pour la raison que vous avez avancée. Moi, j'ai un souvenir tout à fait frappant. C'est en 1990, les prix commencent à se retourner. Moi, je regardais les prix Début 90, pour des raisons tout à fait personnelles dans un arrondissement de Paris. Je lisais les annonces tous les jours. J'ai repéré la hausse au mois où elle se produisait, et les professionnels de l'immobilier ont mis 18 mois avant d'admettre que les prix baissaient. 18 mois. Donc, voilà, moi, juste une petite distance. Ouais. Après, on a vu, encore une fois, hier, c'est la banque UBS, mais Standard & Poor's, d'ailleurs, vous en parlez dans les Échos aujourd'hui, qui ont sorti chacun leur étude sur les marchés résidentiels en France et dans le monde. Ils ne sont pas spécialement alarmistes, ils ont pas un beefsteak à défendre, non? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les ratios que je citais. Donc, on reprend le ratio prix d'achat sur le loyer, sans la moyenne de long terme. La France est à 124. Les pays avancés de l'OCDE sont à 113, donc pas très loin. Mais vous avez l'Australie à 167, le Canada à 194, le Royaume-Uni à 142. Donc, il y a toute une série de pays où les indicateurs habituels sont encore plus tendus. Ouais. Alors, c'est vrai qu'historiquement, c'est intéressant, c'est que quand on regarde sur les courbes qu'on aurait dû préparer d'ailleurs, quand on regarde le marché obligataire, les taux, et quand on regarde le prix de l'immobilier, il y a une espèce de symétrie quasiment parfaite. Et donc on se dit que tant que les taux d'intérêt ne remontent pas, c'est pas prévu au programme a priori dans les prochaines années, on se dit qu'il n'y a pas de raison que le marché immobilier corrige. Alors il y a des taux qui sont extraordinairement bas, et quand vous achetez de l'immobilier, c'est très important. Parce que ça compense la hausse de prix, c'est la question aussi. Il y a quelques années, le crédit immobilier, ça faisait le tiers de la charge du remboursement. Quand vous regardiez. Évidemment, avec des taux qui sont à moins de 1%, cette charge elle baisse de manière considérable, même s'il reste l'assurance. Même s'il reste l'assurance. Ça devient de plus en plus cher pour le coup. Même s'il reste l'assurance. Oui, là, il y a encore de la concurrence à faire jouer. Et les professionnels du secteur essaient de l'éviter, mais il y a sans doute mais tant que le taux reste bas, il n'y a pas d'éclatement de boule possible ou pas? Si, il y a toujours un moment où les gens peuvent dire non, c'est trop, je cale. Mais on le voit pas. Mais en même temps, les taux attendez, les taux très bas jouent un rôle absolument essentiel. Et puis, vous avez de l'argent à placer aujourd'hui. Où est-ce que vous allez le placer? L'obligation, est-ce que vous êtes sûr que les États vont rembourser, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir de la dette à zéro éternellement? Auquel cas, ça n'a aucun intérêt. Les actions, on a aussi l'impression qu'elles sont extrêmement valorisées. Si vous regardez tous les autres, la monnaie elle-même, il y a un vrai problème sur la confiance dans la monnaie. D'où l'actif tangible. D'où l'envol de l'or, d'où le succès éphémère, mais tout de même du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui n'est pas fini, parce que les gens cherchent d'autres façons de placer et de protéger leur argent. Donc l'or, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais quand on regarde on cherche à valoriser les marchés actions, c'est ce que disait Patrick Artus, mais il disait que les marchés actions étaient beaucoup moins valorisés que l'immobilier. Oui, mais l'immobilier, vous êtes à peu près sûr que ça va servir à quelque chose. Une action, c'est un bout de papier, maintenant d'ailleurs même plus. C'est une ligne numérique. Si l'entreprise disparaît, l'action ne vaut plus rien. L'immobilier, même si les prix chutent très fortement, il y a toujours un toit, il y a toujours un actif tangible, physique, et par les temps qui courent, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. En cette rentrée, en tout cas, ça reste toujours tendu, notamment dans les grandes villes. Et il y a toujours des Cassandres, et c'est normal, il faut les écouter aussi, qui nous disent que voilà, qu'on est en pleine bulle, qu'on est au bord de l'explosion. Mais jusqu'à présent, il faut dire ce qu'il y a, ils nous disent ça depuis plusieurs années, ils en sont pour leurs frais, pour le coup, en regardant les trains passer. Et quand on voit Standard & Poor's, encore une fois, qui nous parle de plus 3,4% pour les prix en France cette année, plus 3,1% en 2020, plus 2,7% en 2021, plus 2%. Et on voit la hausse qui décélère, pour le coup. Oui, alors bon, ces prévisions sont... on leur laisse. On leur laisse. Avec un chiffre après la virgule, qu'il puisse y avoir qu'il puisse y avoir une appréciation non négligeable du marché dans les 10-15 ans à venir.
c'est quelque chose qui peut être étayé par des tendances de long terme. Ouais. Alors que ce qui est dingue, c'est que les prix continuent de monter avec tant de gens qui sont désolvabilisés ou qui n'ont plus les moyens de s'offrir ça, notamment dans les grandes villes. Notamment, il y a le cas de Paris qui est à part. Mais c'est comme cette dichotomie qui surprend quand même. Encore une fois, là, on se dit que c'est totalement déconnecté, des revenus qui ne suivent pas. Derrière, il y a évidemment une vraie question, hein, qui est celle des inégalités de patrimoine que ça accentue. C'est de plus en plus dur de rentrer sur le marché, alors qu'il y a 20 ans, un jeune couple, en ayant fait un peu d'économie, pouvait espérer rentrer sur le marché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça accroît les inégalités entre ceux qui possèdent un logement et ceux qui n'en ont pas. Et ces points amènent certains pays à prendre des mesures pour essayer de freiner la hausse de l'immobilier, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça n'a pas été fait en France, ça. On peut dire on a même si on a eu soi-disant un Big Bang qui aurait dû... vous avez même un impôt sur la fortune qui est maintenant concentré sur la fortune immobilière. Vous avez des plafonnements de loyers qui sont a priori pas très favorables pour les propriétaires de logements locatifs. Donc il y a 2 ou 3 petits points. Ouais. En gros, on est en train de tirer sur le ressort, et le ressort continue de se tirer, mais il ne casse pas. Oui. C'est ça l'image aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il y a des raisons de fond qui justifient le fait que les prix... Notamment, c'est vrai aussi, il faut dire ce qu'il y a, des taux qui sont bas, ça on l'a dit, mais aussi une baisse du chômage. Alors certains diront que c'est pas assez rapide, il y a quand même une baisse du chômage en France, il y a l'afflux des jeunes ménages, encore une fois, vers les villes, et donc il y a cette demande qui est là aussi. Hein. Oui, mais bien sûr. Encore une fois, imaginez que le prix de l'essence double ou triple. Pas demain, mais à horizon de 10 ans. Est-ce que vous allez continuer à chercher une maison de plus en plus loin ? La réponse est évidente, c'est non. Ouais. Donc les centres-villes sont appelés à garder un pouvoir attractif extrêmement fort, d'autant plus qu'on refuse de construire, parce qu'il y a une alternative à ça, hein, qui est de construire en hauteur pour accroître l'offre de logement dans la ville. À Paris, densité équivalente. Voilà. Non, accroître la densité. Tout oui, non, mais je parle de la densité en hauteur, partir à la verticale. Oui, exactement. Alors on voit à New York, hein, on construit en hauteur sur des parcelles de plus en plus petites. En France et à Paris en particulier, on s'y refuse totalement. Hein. Passer les 6 étages, c'est extrêmement compliqué. 6 ou 8 étages, c'est extrêmement compliqué de construire sur Paris. Et quand vous voyez des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Strasbourg, il est hors de question, ça paraît inimaginable de construire en hauteur, qui est pourtant l'une des solutions pour permettre aux gens d'avoir moins de déplacements en largeur. Ouais, Jean-Marc, vous parlez de Bordeaux, c'est intéressant parce qu'à Bordeaux, les prix ont commencé un petit peu à se calmer. On se dit que ces emballements pourront quand même, pas se corriger, mais peut-être se corriger un petit peu un jour. Sur Bordeaux, on avait eu un emballement qui était lié à l'arrivée du TGV. Hein. Bordeaux était soudain à 2 heures de Paris, donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des choix de vie en fonction de ça, et puis ensuite on a un petit retournement. Donc localement, on a effectivement des retournements. Et 30 secondes juste pour évoquer Paris, Jean-Marc, Paris qui est entré dans les villes dites à risque pour la banque suisse UBS. Merci, on s'en doutait, 10 000 € du mètre en moyenne, et c'est pas fini. Paris, ville européenne la moins abordable, nous dit UBS. Et là, on se dit que Paris est vraiment totalement déconnecté. J'avais ce chiffre. Pour s'offrir un 75 mètres carrés, il faut 11 000 € net. Wow. Donc Paris, la bulle à Paris, c'est une évidence. Mais en même temps, elle ne crève pas. Elle ne crève pas. Et puis, il y a d'autres facteurs. Hein. Sur Paris, l'un des éléments qui joue notamment apparemment sur les grandes surfaces, c'est l'effet du Brexit. On n'a pas aujourd'hui des centaines de milliers de gens qui viennent de Londres sur Paris, mais il suffit qu'il y en ait quelques centaines, quelques milliers, pour tendre un marché qui est déjà extrêmement tendu. Et donc, on a sans doute sur Paris, sur une partie de Paris, un petit effet Brexit. Donc, on dit quoi? C'est la question qu'on se posait, des prix totalement déconnectés des fondamentaux, difficile de trancher. Alors, des prix déconnectés des fondamentaux classiques, ceux qu'on regarde à 10 ans, 20 ans. Ouais. Si on prend une perspective beaucoup plus longue, eh bien, il est tout à fait possible que les prix s'inscrivent dans une tendance qui puisse être soutenue encore pendant un certain temps. Tant que c'est soutenable, évidemment. Merci beaucoup. Jean-Marc Victory, donc éditorialiste aux Échos. Merci beaucoup.